j'essaie de trouver un NCJ, c'est parfait, c'est vrai. Oui, le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est à vous. Bonsoir et bienvenue au nom de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine et l'équipe que j'ai la chance d'animer, et à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui sont avec nous ce soir. Une centaine d'inscrits à distance, donc je ne sais pas à combien on en est, mais plusieurs d'entre vous sont à distance. À cela, je rappelle que ces événements et l'ensemble des événements qui se passent dans cette maison sont maintenant sous le vocal d'apéro de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je ne résiste pas à l'envie de vous pousser un peu en vous disant qu'après cet échange, nous aurons la chance de partager des produits de Nouvelle-Aquitaine pour les Corésiens notamment qui sont à l'honneur, du côté des boissons, et puis les charcuteries de Pierre Oteiza pour aller du côté basque. Voilà, pour vous donner envie dans 1h30. Sinon, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, c'est à la fois le refuge des Néo-Aquitains, la vitrine de cette région, de ces territoires, le pied-à-terre finalement, avec un centre d'affaires et des salles parmi lesquelles celles dans laquelle vous vous trouvez, qui sont à la disposition et à la location des entreprises de la région. Voilà, c'est tout ça à la fois. On a coutume de dire aussi qu'on est un peu l'ambassade de la région. Et quand je dis ambassade, ça a besoin d'ambassadeurs. Et donc, forcément, pour travailler sur la promotion, l'attractivité de cette région, on se pose souvent la question de la mobilisation de tous ceux qui peuvent en porter les couleurs. Et parmi ceux-là, nous, on a identifié une catégorie bien particulière, que sont les alumni, les anciens étudiants des écoles de Nouvelle-Aquitaine, qui me semblent être, qui sont encore jeunes actifs ou plus très jeunes, mais toujours actifs, mais anciens diplômés d'une formation de notre région. Ils ont forcément apprécié le territoire par lequel ils sont passés lors de leurs études, et nous, notre objet, c'est d'en faire durer cet attachement avec notre région. Voilà pourquoi on a monté et fait amplifier cette année un programme de table ronde avec différentes associations d'alumni, 10 en 2021, peut-être que la période se prêtait à la multiplication des webinaires, mais on a fait donc 10 tables rondes sur des thématiques très différentes, et toujours en partenariat avec une école, une association d'alumni. Et celle de ce soir est co-organisée donc avec l'NCJ, et je remercie son directeur qui a également la qualité d'intervenant ce soir. Mais voilà, pour le portage, la co-organisation très riche pour monter cette table ronde qui s'annonce tout aussi riche sur une thématique fortement d'actualité, on va dire, qui est sujet peut-être pas assez d'ailleurs sujet à débat mondialement ou nationalement, mais dans notre région, sur par certains aspects, fait parler encore récemment. Merci d'ailleurs à l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Vous avez la chance d'avoir un panel d'experts et qui sont particulièrement concernés par ce sujet en Nouvelle-Aquitaine. Je termine en remerciant et en vous disant aussi que ces tables rondes sont réalisées et organisées grâce au partenariat, au parrainage, au mécénat de 2 entreprises. Donc merci au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et à EDF qui nous accompagnent pour l'organisation de ces tables rondes. J'espère que je n'oublie rien et je vous souhaite de très bons débats. Merci Anne pour l'animation. Bonsoir. Donc nous allons parler eau et changement climatique. Je vais vous présenter les intervenants de cette table ronde, qui a été réunie un petit peu à votre initiative. Monsieur Alain Dupuis, vous êtes directeur de l'NCJ, qui est une école d'ingénieurs à Bordeaux spécialisée dans l'environnement, les géosciences, le développement durable. Hervé Le Treut, vous êtes climatologue et notamment président du comité scientifique à Climatera en Nouvelle-Aquitaine. Je suis aussi parisien, mais le nom est parfait. Mais vous êtes un peu notre spécialiste en Nouvelle-Aquitaine pour ces questions de... C'est l'élève de lycée Montesquieu et Montaigne. Ah. Monsieur Luc Servan, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, et Monsieur Guillaume Rioux, vous êtes vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la transition écologique et énergétique. Nous sommes donc réunis pour parler de l'eau, une ressource essentielle évidemment, une ressource essentielle pour nous êtres humains, mais aussi pour la région Nouvelle-Aquitaine, dont un des piliers de l'économie est l'agriculture. Et donc on va beaucoup parler d'agriculture ce soir, je pense, puisque c'est un des acteurs qui
qui utilisent beaucoup l'eau. On va parler de l'eau face au changement climatique et de sa disponibilité à l'avenir, peut-être aussi sa qualité. Vous me direz si c'est une question qui se pose. Et puis, donc, parler d'eau, eh bien, ça veut dire parler. Alors, on a décidé de se concentrer sur les zones continentales, parce que si on part dans l'océan, on va aller trop loin. Donc, l'eau salée, on n'en parlera pas ce soir, ou peut-être de façon épisodique. Mais on va se concentrer sur ce qu'on appelle donc les eaux continentales, les eaux de surface, d'une part, les eaux superficielles, et les eaux souterraines, ce qu'on appelle les nappes profondes, et qui sont là, qui représentent une ressource, je crois, encore assez méconnue, même des scientifiques, qui continuent d'évaluer leur quantité jour après jour. C'est un monde inconnu qu'on a sous nos pieds, à quelques centaines de mètres, et qui constitue une ressource primordiale qu'on doit préserver, bien sûr, pour notre avenir à nous et pour les générations futures. Hervé Le Treut, donc vous avez dirigé, vous, le rapport Acclimatera, sur lequel est basée un peu la feuille de route de la Nouvelle-Aquitaine en matière d'appréhension du changement climatique. L'ambition de ce rapport, c'est de faire un état des lieux et de dessiner des scénarios pour se préparer au mieux, pour appréhender ce changement climatique. Dans le chapitre sur l'eau, vous rappelez quelques chiffres en préambule. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Moi, ça m'a surprise de voir des quantités astronomiques qui sont prélevées en eau chaque année en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par commenter un peu ces chiffres? 1,5 milliard de mètres cubes d'eau douce sont prélevés chaque année en Nouvelle-Aquitaine? Alors moi, je ne peux pas commenter les chiffres de manière très, très précise, mais c'est vrai que l'Aquitaine est une des régions qui est évidemment très soumise, malgré tout ce qu'on vient de dire, à l'océan qui est à côté. Donc il y a effectivement une part importante d'eau qui vient de l'Atlantique. Et on est aussi dans une... alors, on en parlera beaucoup mieux, mais dans un domaine où on a effectivement de l'eau au sol qui est en quantité tout à fait considérable. Donc effectivement, l'eau elle fait partie de presque autant que le vin de ce qui se passe en Aquitaine. Je pense que la gestion de l'eau est effectivement aussi quelque chose qui se pose de manière sans doute différente de la manière dont se pose dans d'autres régions. Le problème de l'eau, c'est pas vraiment la gestion, mais c'est d'avoir suffisamment d'eau. Là, les conditions sont assez différentes en Aquitaine, il s'agit de bien gérer l'eau qui est disponible et donc l'agriculture qui vient avec. C'est-à-dire que nous, dans notre région, nous en avons en abondance par rapport à d'autres régions en France? Oui, je pense, parce que je pense que c'est effectivement une ressource qui est plus abondante au niveau Aquitaine que dans d'autres régions, et donc la problématique qui se pose est un petit peu différente. Elle est de préserver les ressources qui sont des ressources patrimoniales parmi les générations qui vont venir. Bon, c'est très général, mais du coup, à la lecture de ce rapport, on se rend compte, le rapport est assez neutre dans sa formulation. Est-ce que quand même il y a un sentiment d'urgence qui se dégage face au constat que vous avez fait? Quel est le degré d'urgence de se préoccuper de cette ressource? Est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on a un trésor sous les pieds qui va durer un certain temps? Ou est-ce que face à l'élévation des températures, à l'accroissement de la population, quel est l'enjeu, l'urgence? L'enjeu, il vient aussi au fait qu'effectivement, le réchauffement va modifier les conditions dans lesquelles on se met. L'accès à l'eau, l'accès à beaucoup de ressources qui sont dérivées de l'eau. L'eau, c'est région Aquitaine pour des centrales nucléaires, qui servent de l'hydroélectricité qui se fait dans les montagnes. Enfin, l'eau est aussi un vecteur très, très lié à tout ce qui peut être biodiversité locale. Qui est aussi une histoire différente. Donc, on a énormément de choses qui vont changer avec tout cela. Le réchauffement climatique, malheureusement, il n'est pas dans les mains ni des Bordelais, ni des Parisiens, ni même des Français. En fait, on va être obligé de subir
ce qui va se passer globalement, va être un changement important. Je pense que l'importance de ce changement est souvent sous-estimée. Aujourd'hui, il y a un chiffre que j'aime bien donner, je l'ai appris par cœur, je n'aime pas trop les chiffres. Je sens qu'il y a souvent les scientifiques n'aiment pas trop les chiffres. Il y a, dans les années 60, on mettait dans l'atmosphère à peu près 10 millions de tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, on en émet 4 fois plus, à peu près. Ce qui veut dire que non seulement on n'est pas en situation aujourd'hui d'empêcher le réchauffement climatique de manière très, très forte, mais au contraire, il se définit de manière de plus en plus marquée. Donc, tout ce qui est lié à cette évolution climatique est en train de croître. Et ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse facilement, puisque les gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère sur des périodes très longues. Ça engage le futur de manière forte. On n'a pas non plus de recul par rapport à ça. C'est des gaz qui sont mélangés à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'au-dessus de nos têtes, on a des gaz qui viennent de tous les pays du monde, une quantité qui correspond à ces pays-là. Donc on est dans un domaine où effectivement, on doit regarder la gestion de l'eau dans ce contexte-là. C'est un contexte qui est appelé à changer. Quoi qu'on fasse, il est appelé à changer, il va changer. Et ça, c'est une chose, les gens n'aiment pas le futur. Généralement, il y a une difficulté énorme à faire comprendre qu'on est dans un domaine qui a changé, là, déjà dans les dernières années, ça commence à être utile. Mais sauf une modification extrêmement forte de ce qui se passe actuellement, au moment où on en reparle les prémices, on va être dans un système qui va continuer à évoluer de manière de plus en plus forte. Puisqu'on a des gaz qu'on met dans l'atmosphère qui se cumulent dans l'atmosphère. La durée de vie du CO2 sur l'atmosphère, c'est un siècle. Il est là, il ne s'en va pas. Donc on est face à un problème qui est un problème qui va se définir de manière de plus en plus forte au fil des années. Il faut être très, très prudent par rapport à cela. On parlait tout à l'heure de gestion, mais je pense que la gestion qu'on peut faire des ressources, c'est une gestion qui est une gestion préventive par rapport à des choses qui vont se produire, qui vont se passer. Et donc cette notion de prévention, elle est essentielle. Elle fait partie des textes de notre public. On doit faire attention à ce de l'ordre du risque. On est face à un risque, c'est pas exactement ce qui va se passer. Il va se passer des choses qui demandent attention. Vous, justement, les scientifiques, vous êtes là pour alerter les décideurs politiques. Je me demandais, Guillaume Rioux, cette ressource en eau, à quelle échelle elle est, qui décide à l'heure actuelle? Ça s'est décidé à l'échelle du petit territoire, de la région. Est-ce que la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, a une compétence qui lui donne beaucoup de pouvoir pour gérer cette ressource? Alors, l'organisation de la République et de la démocratie autour de la question de l'eau est plusieurs strates. Alors, je ne sais pas dans quel sens on peut la prendre, mais on parle souvent de politique ascendante pour les politiques publiques concernant l'eau. Et on démarre du territoire de proximité qui est l'intercommunalité, qui a déjà dans sa responsabilité, avec l'évolution de décentralisation, et notamment la loi NOTRe 2015, la loi MAPTAM également, avec la compétence GEMAPI, donne responsabilité à l'intercommunalité pour gérer l'eau potable, pour gérer ses effluents, sa recombinaison, et pour la réaffecter au milieu. Elle gère aussi le milieu aquatique. Bon. Le niveau supra, le département n'a pas tellement de responsabilité sur la question. Le niveau régional a des grandes responsabilités. La loi NOTRe affecte les compétences sur la gestion des milieux, ensemble, la gestion de l'eau en particulier. Bien sûr, l'État a ses compétences régaliennes. On est déjà sur un sujet régalien parce qu'on commence aussi à rentrer sur des sujets peut-être de sécurité publique, au sens sécuritaire, au sens d'une nécessité de réalité de l'existence, une question de santé publique. D'ailleurs, entre les deux, l'ARS, l'Agence régionale de santé, intervient aussi pour donner
son avis, ses avis sur la potabilisation de l'eau, par exemple. Et puis, le niveau, la strate supérieure, le niveau continental, le niveau européen est bien sûr très vigilant. Et nous sommes, par exemple, sous l'égide d'une directive, le cadre sur l'eau, le DCE, 1990-2000, qui enjoint la France à faire des efforts pour la reconquête de sa qualité, pour atteindre le bon état des eaux, le bon état de la masse d'eau. Voilà, donc on retrouve à tous les niveaux de la responsabilité publique, de la République, de la res publique, cette responsabilité à tous les étages, avec différentes portes d'entrée. Et puis, il y a des organisations spécifiques, qui sont les 6 agences de l'eau sur notre territoire national, qu'on appelle les bassins hydrogéographiques, Alain en parlera mieux que moi, qui ont la responsabilité, on appelle les parlements de l'eau, à travers les comités de bassin, qui ont la particularité d'organiser l'ensemble des lois socio-professionnelles. Il y a 3 collèges, un collège des élus, un collège usagers, et puis le collège d'État, et tous ces gens représentatifs finalement des usages de l'État émettent un certain nombre d'avis et autour de ces agences de l'eau, ces comités de bassin identifiés ce qu'on appelle des SDAG, des schémas de directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, qui sont déclinés après dans des sous-bassins qu'on appelle des SAG, des schémas d'aménagement. Là, on les traite plutôt par fleuve, et souvent, ce sont l'intercommunalité, c'est l'intercommunalité qui est responsable de l'organisation de ces SAG. Alors, ou des intercommunalités. Donc, Voilà. beaucoup d'acteurs pour gérer. Beaucoup d'acteurs pour gérer cette grande disposition dans ces domaines d'eau potable, d'eau quantitative, on ira reviendra sans doute, j'imagine, cette soirée, milieu aquatique, prévention d'inondation, voilà, et puis notre avant moi, on dit que les rivières étaient les racines de la mer, donc tout ça, il y a des solutions, évidemment, le grand cycle de l'eau. J'imagine que les scientifiques vont présenter des choses, c'est extrêmement intéressant, il faut toujours bien différencier ces questions de grand cycle de l'eau, qui ont leurs particularités, leurs nécessités, et les conditions de petit cycle de l'eau et de l'eau potable jusqu'à son Donc en Nouvelle-Aquitaine, je le disais en préambule, l'agriculture est un des piliers économiques. Je crois qu'on est la plus grande région agricole de France. La première région agricole de France était la première activité économique de la région. Oui. Donc un point important de l'agriculture. On est content de vous avoir avec nous, effectivement, pour parler de ça. Et je crois que la moitié des prélèvements sont faits, enfin quasiment la moitié des prélèvements en Aquitaine d'eau sont faits par le secteur agricole. Ouais. Du coup, les agriculteurs sont des usagers fondamentaux. Si on peut rentrer un peu dans le cœur du sujet, cette ressource en eau, elle est disponible, elle est là, les agriculteurs la puisent avec dans quelle limite, avec quel contrôle Alors, effectivement, pour réexpliquer peut-être le rôle de l'eau sur l'agriculture, l'agriculture a besoin d'eau, les plantes ont besoin d'eau, et je dirais que le premier prélèvement de l'agriculture, c'est la croissance des plantes de manière naturelle, qui là, ça prélève sur un cycle complet, avec justement l'augmentation de la température. Et ça, c'est un des premiers facteurs qui m'avait marqué quand on a constaté le changement climatique à la fin des années 1980 et 90. On a eu en quelques années une augmentation de 20% de la demande supplémentaire climatique, c'est-à-dire que l'eau qui s'évapore dans une année qui est utilisée par les plantes, ça, il y a 20-30 ans, du fait du réchauffement climatique, c'est 20%. Ce qui est énorme sur un cycle, si on le traduisait en mètres cubes, là, sur la région, ça pourrait faire des milliards de mètres cubes, effectivement. Et ça, c'est pas fini, et ça va continuer à s'amplifier. Effectivement, si on regarde aujourd'hui l'évolution de la température, ça veut dire que de toute façon, il y a les plantes, les forêts, tout ce qui est culture, consomment plus d'eau. Et après, il y a les prélèvements pour l'irrigation, effectivement, qui est un prélèvement supplémentaire, qui là, lui, n'est pas un prélèvement naturel, on va dire, c'est un prélèvement qui est fait dans le milieu pour l'agriculture. Et c'est là où il y a aujourd'hui tout l'enjeu entre l'équilibre à trouver un besoin qui est là pour certaines productions, pour maintenir une agriculture, la résilience de l'agriculture, certaines cultures telles que le maraîchage, qui ont besoin d'eau, pour accompagner aussi les agriculteurs dans l'élevage, différentes productions, et ce que peut fournir le milieu. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que les prélèvements se font l'été, parce que c'est là où les plantes ont besoin d'eau, et c'est là où on prélève l'eau, parce que pour l'instant, dans la région, il y a peu de stockage par rapport à d'autres régions, peut-être. Donc les prélèvements se font l'été, à un moment où il y en a moins. Et donc, ce déséquilibre qui existe aujourd'hui en disant, vous prélevez l'eau quand il y en a
moins. Et quand il y a plus d'enjeux, parce que l'été, il y a aussi des besoins pour le tourisme, et quand on parle des prélèvements pour l'eau potable, on sait qu'on est une région qui est touristique et une côte où il y a beaucoup de monde, et on voit des prélèvements qui augmentent à ce moment-là, en même temps que l'irrigation, parce qu'il y a besoin d'eau pour les milieux, parce que c'est là où il y a moins d'eau dans les milieux, parce qu'on a l'ostréiculture aussi sur toute la côte, ostréiculture et multiculture qui a besoin d'eau l'été, et puis il y a le tourisme, il y a les centrales nucléaires, voilà, on est sur quelques semaines, quelques mois à l'été, des prélèvements importants dans l'agriculture et avec des disponibilités qui sont moindres parce que le climat chez nous, il y a peut-être de l'eau l'hiver, mais il y en a peu l'été. Donc tout ça est réglementé aujourd'hui et de plus en plus, et c'est l'objet des échanges actuellement. On nous a dit à l'agriculture il y a quelques années, écoutez, vous allez prélever uniquement ce que le milieu peut donner et pas plus. Sauf que le milieu, il peut donner de moins en moins. Et si on veut essayer d'anticiper justement le changement climatique, il y a beaucoup de secteurs où il y a très peu de disponibilité pour l'agriculture, donc réduction des prélèvements, et tout ça est encadré. Il y a des réglementations, des lois, des contrôles. On mesure ce qu'on prélève. Tout ça est géré par bassin, par secteur. Et donc, la nécessité de réduire les prélèvements parce qu'il y a des directives cadres européennes, comme le disait Guillaume, et donc on a obligation d'ici 2027 de respecter le modèle des milieux. Et puis, parallèlement, il y a aussi l'agriculture qui subit le changement climatique, qui subit des sécheresses de plus en plus marquées, et puis qui se dit, j'aimerais bien aussi avoir un peu d'eau, parce que l'hiver, il y en a un peu plus, donc un peu d'eau pour être plus résilient par rapport au changement climatique. En préparant cette table ronde, je demandais à Alain Dupuis, un peu naïvement, s'il y avait des cultures moins gourmandes en eau vers lesquelles il était important d'aller. Et vous m'avez fait la réponse que c'était plus compliqué que ça, je m'en doutais un peu, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire donc le maïs consomme beaucoup d'eau, on pourrait partir sur une... alors je ne suis pas agronome, mais ce que je sais quand on fait des bilans, c'est que certaines plantes ont besoin d'eau, si je veux dire au pire des moments, lorsqu'il y a moins de disponibilité. Et donc, en fait, c'est là où le nœud du problème se situe, c'est que localement, on n'a peut-être pas encore dit, on y reviendra, mais on n'est absolument pas tous égaux à l'échelle du territoire du Haut-Aquitaine. Les ressources en disponibilité ne sont pas du tout les mêmes pour quelqu'un qui habite la Creuse ou la Corrèze, ou quelqu'un qui est dans le centre du bassin, en Dordogne, voire en Gironde, ou ainsi de suite. C'est vraiment très... la vision que l'on a en surface n'est pas la bonne. Je vous ai répondu que la réponse à votre question était plus que complexe, parce que ça dépendait de l'état hydrique du sol, des températures, de l'effet climatique, l'effet du vent notamment, qui va augmenter et amplifier cette évapotranspiration, et qui va envoyer de l'eau dans l'atmosphère. Comme on ne crée pas d'eau, si on l'envoie dans l'atmosphère, je pense que vous le comprendrez, on la prend dans le sol, puisque l'évapotranspiration, ça se passe au niveau du sol par les plantes et l'évaporation au niveau du sol. Et si on en prend en souterrain, en profond, qu'on ramène en surface et qu'ensuite on la met dans l'atmosphère, c'est comme ça que fonctionne la machine climatique. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Il faut une gestion durable de toutes ces ressources-là. Voilà, parce qu'on ne crée pas d'eau. Il y a des flux entre différents réservoirs et les plantes jouent leur rôle. Ça a été rappelé, c'est un rôle de base. Sauf que le climat mondial change et le nôtre aussi. Alors apparemment, la pluviométrie devrait rester constante, si j'ai bien compris, mais avec plus de précipitations en hiver et moins en été. Et il y a quelqu'un en ligne qui nous envoie une question que j'allais vous poser, justement, ça tombe très bien. On a parlé des réservoirs d'eau. Ça, c'est donc une des solutions, non pas vraiment dans le concret, de la gestion de cette eau, de la récupérer quand elle est abondante pour pouvoir l'utiliser au moment de l'année où on est en période de sécheresse. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ces réservoirs? On en entend un peu parler dans l'actualité, mais quand on n'est pas dans les Deux-Sèvres, on est peut-être moins bien informé. Alors, c'est une notion qui existe ailleurs que dans les Deux-Sèvres. On en parle dans les Deux-Sèvres en ce moment, mais c'est valable pour plein de choses. Alors déjà, le cycle de l'eau, je pense sous le contrôle d'Hervé Le Trott, c'est effectivement les scénarios des collègues climatologues nous disent, sur un cycle annuel, à peu près la même lame d'eau précipitée, voire un petit peu plus, mais il y a 5 ou 10% de variabilité, ce qu'on connaît actuellement. Par contre, ce que l'on peut constater, et la tendance, Hervé nous l'a dit, va certainement s'accentuer, une concentration des précipitations pendant les mois d'hiver, fin des précipitations relativement tôt dans le printemps, des mois secs printemps-été, des orages assez violents en été,
je me reprends, hein, parce que là, je suis un peu limite par rapport à mon domaine, mais et reprise des précipitations plutôt à fin d'automne pour de l'hiver. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est un cycle de l'eau distribué au moins en surface, avec plus de concentration pendant les périodes d'hiver et beaucoup moins tout le reste du temps. À partir de là, quand les besoins qui sont en fonction là aussi de la température, teneur en CO2 de l'atmosphère, la croissance des plantes, la gestion du territoire, on se retrouve avec une concentration des besoins sur une période où on a moins de disponibilité. Et l'idée, c'est de dire, en fait, pour ne plus impacter ou impacter le moins possible les milieux de surface, on va créer des réserves dites de substitution. Et le mot important, c'est substituer. On va substituer le prélèvement pendant ces moments de crise pour le milieu naturel qui souffre effectivement de ces pressions-là. On va les prendre quand il y a une disponibilité, notamment donc, pendant ces mois d'hiver. Après, les réserves, les réservoirs sont de type multiple et variés. Il y a ce qu'on va appeler, dans le jargon de tous les jours, des bassines, il y a des infiltrations dans la nappe. Enfin, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs solutions d'ingénierie environnementale. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, on substitue, on fait un prélèvement quand il y a abondance d'eau, on se débrouille pour le conserver, pour pouvoir l'utiliser plus loin, plus dans l'année, là où le milieu ne supporte plus ces prélèvements, milieu naturel. Ce sont des solutions qui sont encouragées en Nouvelle-Aquitaine, la création de ce type de réservoir et... Alors on est en plein débat politique, parce que cette question de l'eau, finalement, d'ailleurs de l'organisation par les agences de l'eau, un lieu de démocratie de l'eau, je ne vais pas complètement finir mon propos, parce qu'il faut qualifier aussi géographiquement les choses en termes de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes à cheval sur deux bassins hydrogéographiques, 20% grosso modo sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne, et plutôt au nord de la région, et puis au sud, la grande partie de Nouvelle-Aquitaine, sur l'agence de l'eau Adour-Garonne, avec ces deux grands fleuves. Donc deux grands fleuves, plutôt la Loire et quelques fleuves directs, puis la Garonne. Il se trouve qu'Alain Roussel, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, est par ailleurs président du comité de bassin Adour-Garonne. Et cette organisation politique, elle n'est pas simple, parce que les agences de l'eau sont à cheval sur 2, 3, 9 régions administratives et politiques concernant Loire-Bretagne. Donc ça nécessite permanence de la concertation des acteurs et essayer de trouver le chemin de crête dans cette histoire est très étroit finalement. Alors on va avoir besoin de discuter parce qu'on se trouve face à deux types de concurrence. Des concurrences des facteurs anthropiques, des utilisations socio-économiques qui nous concernent tous et toutes finalement. Face aux écosystèmes, d'une part, et puis parfois aussi des concurrences de la ressource entre hommes et femmes sur le territoire. Donc, on est vraiment dans cette composition politique absolument nécessaire. Et puis, on fait, en mon sens, aussi, on aperçoit la difficulté de la simplification du discours. Et on a la chance, ce soir, intervenant, je pense, pouvoir le dire, d'être 4 personnes nuancées et mesurées. Et ce débat politique aura besoin de cette nuance dans le propos pour pouvoir l'aborder sereinement. Je l'ai dit, monsieur le scientifique, il y a suffisamment d'eau à se partager dans notre région. C'est une chance. D'autres régions sur la planète pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Essayons d'organiser la politique noble autour de tout ça. Justement, il y a quelqu'un en ligne qui s'inquiète de ça. Je pense que c'est une question qui est très diffuse dans la population. Est-ce qu'on va manquer à un moment d'eau potable? C'est tout bête. Je suis sûre que la réponse est plus complexe que ça. Mais est-ce qu'on peut quand même donner des pistes là-dessus? Est-ce qu'on va, nous, manquer d'eau potable en France et en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'il faut qu'on fermer gravement le robinet ou est-ce qu'on va s'en sortir? Je pense que ça a été dit par là, et je pense que c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est qu'effectivement, l'eau, c'est une eau qui est la même depuis des siècles. Quand on regarde le niveau des bassins océaniques depuis des millénaires, ça n'a pas énormément changé. Donc on a une quantité d'eau, cette quantité d'eau, elle suit des cycles, et donc c'est plutôt l'usage de l'eau qui compte, et la manière dont on
va s'en occuper, que l'existence de la réserve en Aquitaine, en France, on a à peu près un contenu en eau qui est relativement identique à ce qu'il était, mais par contre distribué saisonnièrement de manière différente. Et c'est vrai que cette distribution saisonnière peut donner une vision des choses qui est un petit peu différente de celle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on va manquer d'eau, c'est saisonnier. C'est pas quelque chose qui se dessine au niveau annuel. Donc le problème est de savoir comment on gère non seulement l'eau d'ailleurs, mais le territoire de manière générale, tout ce qui peut être lié à l'habitat. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la manière dont l'eau peut évoluer dans les années qui vont venir. Donc, c'est pas un problème de ressources, c'est vraiment un problème, je pense, d'anticipation, pas seulement d'anticipation, déjà le présent. Donc, on a besoin aussi de comprendre ce qui peut se produire de différent dans les prochaines décennies. Si je comprends bien, on n'en manque pas. Enfin, non, c'est pas, on n'en manque pas de manière directe. On a besoin effectivement de la gérer différemment, il faut savoir comment le faire. Alors, il peut y arriver où il y a des territoires où malheureusement, les derniers étés l'ont démontré, sur le milieu cristallin, j'appelle le cristallin, la Creuse, Corrèze, on peut avoir localement, c'est-à-dire effectivement des pénuries d'eau potable, parce que on a eu une année un peu plus sèche et qu'on a donc moins rechargé nos milieux naturels de surface et souterrains en eau, et que effectivement la réglementation de production d'eau potable en France est très très stricte, c'est un produit qui est ultra surveillé, on ne fait pas de l'eau potable avec n'importe quelle eau. Du coup, il peut arriver qu'effectivement, sur un territoire, on ait des ressources, mais pas de la qualité, oui, souvent la qualité d'ailleurs nécessaire pour en faire de l'eau potable. Donc du coup, on a des pénuries et on a des solutions. Mais malheureusement, parfois c'est des camions citernes, parfois c'est de l'interconnexion. La politique prévoit ça, de faire que les réseaux de distribution d'eau potable soient interconnectés pour qu'une zone plus propice et mieux dotée en ressources vienne suppléer une zone géographique qui, elle, peut subir ce genre d'aléas. Quand on puise dans nos nappes profondes, bon, ça c'est une. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce cycle-là dans des termes assez simples, parce que ces nappes sont là depuis des millénaires parfois. Ah oui, plusieurs millénaires même. Et alors, des centaines de milliers d'années même. Et pour se recharger, ça prend du temps. Alors, si jamais, je veux dire, si dans un futur plus ou moins proche, on puisait dedans, je ne sais pas ce qui peut arriver. Là, tout va bien, on est entre gens civilisés, mais je ne vais pas dans un cas dramatique. Si on se met à puiser trop abondamment dans ces nappes, c'est peut-être là que. Alors ça, on fait de la gestion déjà. Parce que déjà, le grand principe du grand cycle de l'eau, c'est l'origine de l'eau, elle est forcément atmosphérique. Le grand cycle de l'eau commence, ça part à la limite de l'océan, ça s'évapore, nuage, ça arrive sur un continent, ça précipite. Là, on a de l'eau précipitée. Elle a deux choix. Soit elle ruisselle, fleuve, cours d'eau, fleuve et océan, et la boucle est bouclée, soit elle passe au travers du sol, elle va s'infiltrer, puis elle va descendre dans le sol. Et puis dans le sol, elle va constituer des nappes. Et alors, quand je dis il y a des endroits où il y aura qu'une, c'est une nappe de surface. Puis il y a des endroits un peu privilégiés, comme le centre du bassin Aquitaine sous Bordeaux, où on a jusqu'à peu près 1200-1300 mètres de profondeur de l'eau douce. Sous Paris, à 450 mètres de profondeur, l'eau devient sursalée. Nous, vu que c'est ouvert sur l'océan, l'eau s'écoule, donc elle ne se sale pas. Et donc, on peut aller chercher de l'eau quasiment douce jusqu'à 1300 mètres de profondeur. Donc, vous voyez, la rigueur n'est pas du tout la même. Le problème, c'est que le phénomène de ruissellement et de précipitation, c'est un phénomène quotidien, ça se mesure à la journée, ce qu'on appelle le temps de résidence. Plus vous allez descendre, plus ce temps de résidence va être important. Par exemple, sous Bordeaux, on puise, on exploite des ressources en eau qui ont entre 15 et 25 000 ans d'âge. Ça veut dire que pour arriver sous Bordeaux, elle a mis 25 000 ans. Donc, on sait faire une gestion, on va dire, durable, puisque ça fait plus de 15 ans que ça existe au Bordeaux. On a développé des structures en collaboration avec les politiques, les scientifiques. On a des outils dans lesquels on prévoit, on planifie
le prélèvement dans ces nappes. Et ce que l'on fait, c'est qu'on essaie, justement pour éviter les conflits, de dire ces nappes-là, certaines sont réservées à l'eau potable, certaines, un peu moins de qualité potable, sont réservées à l'industrie, et puis d'autres, plus facilement accessibles, peuvent être utilisées pour l'agriculture. On essaie comme ça de séparer les conflits potentiels. Donc ça, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, par contre, c'est ce que le climat nous dit, c'est ça va changer en surface, donc ça va avoir des impacts sur le souterrain, et comment nous, on va se comporter. Moi, dans les modèles qu'on utilise, il y a deux entrées. Il y a l'entrée climatique et l'entrée usage. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prélève? Ça, c'est compliqué à prévoir. C'est très compliqué à faire des scénarios. Alors, déjà en entrée, climat, et ensuite en usage. Voilà. Ça marche comme ça, le système. Parmi ces questions qui relèvent de l'usage, je crois que la question de la perméabilité des sols est importante aussi. Si on veut que les nappes se rechargent, il ne faut pas que les sols soient imperméables. Oui. Est-ce que ça rejoint la question de l'agriculture aussi? Est-ce que Pour une vous partie, vous sentez parce que- concerné par la question? Oui, parce qu'il faut faire en sorte que l'eau rentre effectivement dans le sol. Mais aujourd'hui, peut-être la question numéro 1, c'est les surfaces qui sont imperméabilisées et qui sont soustraites à l'agriculture. C'est plus ça, aujourd'hui, la question. Quand on dit qu'on est sur un rythme effréné en France et qu'on conserve, on parle de 60 000 hectares tous les ans, 60 000 hectares en France, ça veut dire qu'on imperméabilise beaucoup de sols. Et après, il y a la question des sols agricoles, mais bon, enfin, les sols agricoles, c'est une partie, hein. Il y a les forêts, il y a beaucoup de surfaces qui imperméabilisent, et donc les sols agricoles doivent imperméabiliser. Mais sur la question des sols, on est aussi en concurrence. On dit qu'il faut que l'eau, faut laisser couler le maximum d'eau, ça voudrait dire avoir moins de culture, c'est possible, pour que l'eau s'infiltre. Soit aujourd'hui on dit, il faut le maximum de culture, il faut garder les sols couverts, c'est meilleur pour la qualité de l'eau parce que les plantes filtrent l'eau avant qu'elle ne parte, il faut capter du carbone, il faut produire, enfin, donc on veut garder les sols couverts, on nous impose, nous, agriculteurs, parce que vous l'avez cité, mais je suis comme Guillaume, on est avant tout agriculteur, Oui, et on vous êtes constate... agriculteur aussi, Guillaume. Et tous les jours, on constate le changement climatique, et donc il faut qu'on évolue, qu'on s'adapte. Mais si on veut garder les sols couverts, c'est la question de la couverture des sols en métier qu'on nous impose, au niveau de la réglementation. C'est-à-dire que quand on a fait une culture, qu'on a moissonné le blé, l'orge ou le blé ou le colza au mois de juin, juillet, on nous dit que vous devez implanter un couvert végétal sur votre sol, parce que la culture d'après, elle va venir que l'hiver ou au printemps. Et donc l'obligation est de maintenir les sols couverts, ce qui est une bonne chose. Enfin, je pense que ça peut être considéré comme une bonne chose, parce que ces sols couverts, ça va produire, ça va capter du carbone, et dans la question du changement climatique, ça peut être aussi une des priorités. La plante, elle capte de l'eau, mais elle capte aussi du carbone qu'on va remettre dans le sol, donc pour atténuer le changement climatique. C'est aussi de la production qui peut servir, parce que ça filtre l'eau, voilà, par rapport à la question des nitrates, donc ça capte les nitrates qui restent dans le sol après la récolte, pour que le sol produise de manière naturelle, parce que le réchauffement climatique, c'est aussi ça, c'est un sol qui fonctionne plus quand il fait plus chaud et qui produit plus de nitrates, et donc il faut le capter. C'est des plantes qui vont nourrir les abeilles ou la faune ou la flore. Donc la couverture du sol est une bonne chose, mais ces cultures vont aussi utiliser de l'eau. Et donc on se retrouve avec une concurrence à l'automne, et on le voit quand on a des automnes plus secs comme actuellement, en tout cas chez nous. Partout il y a des cultures, ça veut dire que c'est de l'eau qui ne va pas aller dans la nappe. Donc l'agriculture, on est en permanence confronté un peu à ces choix. Alors il y a des choix politiques à faire, quel type d'agriculture on veut, et ça c'est le rôle après du politique des collectivités. Quel type d'agriculture on veut, sur quoi on met la priorité, sur la quantité, sur la qualité, sur la production, sur l'environnement. Et en permanence, on est soumis à ces injonctions contradictoires. C'est le climat qui, lui, par contre, continue à évoluer, à avancer. Et donc, voilà, il faut que l'agriculture en permanence s'adapte. Gardez la parole, Monsieur Servan, parce qu'il y a une question pour vous. Alors, donc, il y a des gens qui nous envoient, ils sont moins timides que dans la salle, je ne vous ai pas dit, mais vous êtes bien sûr invités à poser des questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Vous pourrez même venir dans la caméra. Oui, monsieur. Le gaspillage. Le gaspillage. Vous ne l'avez pas abordé encore. De l'eau? De l'eau. On va y venir. Je veux savoir si je fais bien de dire à mon fils de prendre des douches plutôt que des bains. Et j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça quand même. Et le lavage des voitures et que d'autres choses. Et le prix de l'eau n'est pas général en France. Je vais poser ces questions, monsieur, parce que moi aussi je les pose. Quand on nous dit de faire des petits gestes comme ça, est-ce qu'on en est là? Est-ce que ces économies-là, elles ont un impact suffisant? L'eau est bien faisante, hein, à Dax. C'est l'Aquitaine. Absolument. Vous êtes de là-bas?
Bon, j'ai fréquenté. D'accord. On parlera de ces questions très concrètes après, si vous voulez bien. Mais Monsieur Servan, qu'est-ce que vous pensez des eaux usées traitées comme de nouvelles ressources d'eau pour l'irrigation? Alors, effectivement, c'est une question que je voulais aborder Pourquoi peut-être. gaspiller les eaux usées? Ouais, Ça rejoint un petit peu quand même votre préoccupation. Dans un cadre plus large par rapport à la ressource en eau, qui était la question que vous avez tout à l'heure, est-ce qu'on a de l'eau, est-ce qu'on manque d'eau? Alors, comme vous l'avez dit, sur un cycle global, il y a assez d'eau, je pense, en France. Par contre, il en manque à un moment donné. Et comment est-ce qu'on peut avoir de l'eau quand il y a des besoins, enfin de l'eau utilisée de manière efficiente? Et effectivement, il y a la question du gaspillage. Ça veut dire qu'on peut aller les chercher à des moments où il y en a plus, et ça a été dit, la question du stockage à ce moment-là. Et en Aquitaine, on a peut-être peu de stockage, mais si on n'avait pas les barrages sur la Charente, ou sur le Lot, ou sur la Garonne, c'est vrai qu'on aurait déjà du mal à maintenir des débits en été qui soient suffisants pour les milieux. On est quand même déjà dans un système, même si c'est plus ancien, qui alimente un peu les fleuves en été. Et en France, on stocke très peu d'eau. Hein. Par rapport à d'autres pays du Sud, on stocke moins de 5% de l'eau qu'on va dire disponible qui coule dans les rivières en France, quand l'Espagne est à 48%, quand les pays d'Afrique du Nord sont à 80 ou 100%. Donc c'est vrai qu'on stocke peu d'eau l'hiver quand elle est là, par rapport aux besoins en été, et la proportion qui pourrait être utilisée, finalement, est assez faible par rapport à ce qu'on a l'hiver. C'est qu'on a l'impression que ça représente des grands chiffres. Moi, j'ai toujours un peu cette image de dire qu'une journée de crue l'hiver de nos fleuves, c'est ce qui est utilisé sur toute l'année pour l'irrigation sur le bassin. Donc voilà, enfin, les proportions, parce qu'on a des débits d'hiver qui montent beaucoup par rapport à ceux d'été. Donc il y a cette possibilité-là, mais il y a aussi d'autres possibilités d'utilisation de l'eau. Alors il y a les nappes, avec la question de la protection des nappes. Ça, on ne le conteste pas, il faut protéger les nappes. Les nappes profondes. Les nappes profondes, oui, il y a les nappes profondes et les nappes superficielles aussi, même si elles se rechargent plus vite. Il faut quand même aussi les protéger. Il y a d'autres stockages qui existent, qui sont pas utilisés aujourd'hui. Et il y a effectivement la réutilisation des eaux usées. Et en France, on est très mauvais là-dessus. On réutilise 0,3% de l'eau usée en France, qu'on réutilise pour remettre dans le cycle l'irrigation, ce genre de choses. Quand l'Italie est à 15%, l'Espagne à 10%, et vous avez l'Israël qui est à presque 100%, à 80%. Ce qui veut dire que l'eau qui a eu un premier usage est réutilisée. Alors, il y a la question de la qualité de cette eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de l'eau quand même qui sort de la fosse septique et puis, ou de la station et la remettre sur des cultures ou sur des légumes. Mais aujourd'hui, il y a des critères sanitaires assez stricts en France. Hein, on est quand même assez exigeant de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'eau, la filtrer, et ensuite on peut l'utiliser pour des usages pour l'irrigation, de culture, de golf, de parterre public, je ne sais pas, ou pour laver les voitures, ou pour réutiliser dans le circuit pour les toilettes, pourquoi pas. Donc là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. On n'est pas bon en France, clairement. Et on sait le faire pourtant. On sait les traiter, ces eaux usées, pour les rendre acceptables, même pour l'irrigation. Même ultra pure, on sait aller jusqu'à générer avec de l'eau usée de l'eau ultra pure. Qui peut être remis dans le circuit de potable, on sait faire. Est-ce que c'est très coûteux? Est-ce que c'est un frein? C'est plus cher. Oui, c'est plus cher. Mais dans des proportions raisonnables? Ça, non, pas acceptable. C'est multiplier le prix d'eau potable sera multiplié par 2 ou 3, voire 4 encore. Ah oui, c'est pas mal. Donc déjà, sans le retraitement, hein, c'est juste pour l'amener à... Oui. Et puis vous me disiez, quand on préparait cette table ronde, vous évoquiez un frein psychologique aussi. Peut-être que... Donc on dit que la solution soit acceptée par le groupe, par la population, par tout le monde. Parce que c'est un des usages qu'il faut démontrer, en fait. Luc Servan l'a dit, on est en retard par rapport à d'autres pays. D'autres pays l'ont fait dans d'autres configurations hydrologiques. Donc on a encore quelques verrous à faire sauter, scientifiques, techniques, de connaissances, de transfert de polluants notamment, mais aussi des verrous d'acceptabilité sociétale, tout simplement. Et si on reprend, pour compléter par rapport au volume, hein, enfin, moi je suis de Charente-Maritime, donc la question de l'eau, je la connais. Effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle. Si on prend les volumes rejetés d'eau usée sur la côte atlantique, je disais quand il y a beaucoup de touristes l'été, vous prenez sur le secteur de La Rochelle, ils rejettent sur l'année de l'ordre de 10 millions de mètres cubes d'eau qui sont rejetés en mer, parce que les eaux sont retraitées, effectivement, et c'est rejeté en mer. Et en mer, ça pose parfois un peu des problèmes, parce que même si elle est retraitée, l'eau, il peut partir quand même au travers quand même quelques virus ou bactéries ou des composants qui ne sont pas toujours les bienvenus en mer. Donc cette eau, alors que sur le bassin, l'eau utilisée pour l'irrigation sur le bassin en amont de La Rochelle, c'est moins que ça. C'est moins des 10 millions. Sur Royan, il y a plus de 6 millions de mètres cubes rejetés à l'année et principalement l'été, parce qu'il y a l'activité touristique rejetée en mer,
qui pose parfois des problèmes. Quand il y a des gros orages, ils ferment les plages parce que les stations débordent et que. Alors que sur le bassin en amont, la Seuse, il est utilisé autour de 6 millions de cubes. Donc on est rentré en discussion avec les élus locaux de dire, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser cette eau pour l'agriculture ou d'autres usages en amont. Donc là, on remet un tuyau et on retourne de l'autre côté, et puis ne plus prélever dans le milieu l'été. Donc il y a plein de solutions qui peuvent encore apparaître, hein, mais après, il y a le coût, effectivement, mais par rapport aux enjeux, la décision politique, je crois que c'est des choses à mettre en place maintenant. On a des solutions. Une personne pose aussi la question de la possibilité de dessaler l'eau de mer. Est-ce que... Oui, on sait faire aussi. Mais là aussi, oui, on sait faire beaucoup de choses. Mais juste un mot sur la désalinisation de l'eau de mer. Alors là, c'est un coût énergétique, en fait. C'est vraiment du traitement par filtration. C'est un coût énergétique. Et puis surtout, attention, on en parle très très peu, voire quasiment jamais, mais quand vous dessalez de l'eau pour en faire de l'eau douce, qu'est-ce que vous faites de la saumure ultra concentrée qui sort de l'autre côté de la machine? C'est rejeté dans le milieu naturel, ça, souvent dans les océans. Et ça, par contre, c'est pas bon. On va la mettre dans le jambon. Ah non. Le jambon dans le sud-ouest, on le fait avec du sel de Bayonne. Ça va pas marcher. Il y a des questions dans le public. Pardon, monsieur. Oui, simplement pour préciser, on parlait des eaux usées, mais il y a toute la notion des eaux grises qui peuvent être réutilisées sans traitement particulier et directement, ce qui pourrait être un cercle vertueux. Et puis, il y a la question qui pourrait se poser sur la récupération des eaux de pluie, utilisables directement également chez particuliers. Donc, le sujet est très vaste. Ça, ce sont des solutions, la récupération des eaux de pluie. Oui, tout à fait. Ce sont des petites quantités, non? Non, on parle chez les particuliers. Non, mais dans l'agriculture. Non, c'est le problème, c'est la démocratisation. C'est qu'est-ce que vous allez en faire? La réglementation pour réutiliser des eaux que vous récupérez chez vous en France, sur votre parcelle, pour la réutiliser, elle n'autorise pas pour l'instant que vous puissiez la réutiliser dans votre usage quotidien, si les deux réseaux entre l'eau potable qui vous amène de l'eau et l'autre ne sont pas strictement déconnectés. Mais pourquoi? Parce qu'on a eu l'expérience des réseaux qui ont été connectés et par surpression, on a contaminé le réseau d'adduction publique. Donc en fait, maintenant, la réglementation impose une déconnexion totale. Après attention, de l'eau récupérée qui a ruisselé, selon où on habite, vous avez maintenant à disposition des cartes de qualité de l'air. Il faut regarder la charge de polluants qu'il y a quand même dedans. Ça peut être quelque chose des charges de polluants non négligeables. Mais en termes de quantité, je suis tout à fait d'accord, c'est un élément qu'il faut regarder comme les eaux usées traitées. Alors, pour nous, le réuse, ça fait partie, ça englobe les eaux grises. Eaux grises. Oui, il fallait peut-être préciser ça. Ce ne sont pas des eaux ovales, ce sont des eaux qui vous ont utilisé. La machine à laver, j'ai besoin de la machine à laver. Voilà, ne sont pas contaminées par des matières fécales ou ainsi de suite. Puisqu'il y a d'autres problèmes de traitement et ainsi de suite. Qui sont parfois aussi considérés comme des eaux à valeur ajoutée. Parce qu'on peut aussi les considérer avec des matières qui peuvent être intéressantes de récupérer. Vous voyez, c'est très, très, très complexe. À l'époque des aqueducs, comment ça se passait alors? C'était alimenté en eau. Une source qui était généralement puisée et amenée par gravité. Ensuite redistribué. Ça, le réseau d'adduction, le château d'eau, on amène de l'eau à une certaine altitude, la gravité fait tout le reste. Madame, pardon, vous aviez une question? Est-ce qu'il y a des économies d'eau dans les techniques d'irrigation? On voit par exemple en Andalousie, on utilise des techniques au goutte à goutte au pied de la plante qui sont très très efficaces et très, très peu dépensières en eau. Est-ce que c'est envisageable dans nos régions? Alors c'est déjà effectué, toutes les économies d'eau. On voit nous, sur la partie sud-ouest de Nouvelle-Aquitaine, les volumes utilisés pour l'irrigation ont été réduits de 20 à 30% depuis 15 ans, avec la même surface à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a eu, pour chaque hectare irrigué, une baisse de 20 à 30% parce qu'il y a une meilleure utilisation de l'eau, parce qu'il y a une meilleure efficience. Alors, il y a les outils, effectivement, ce qu'on appelle des enrouleurs, qu'on appelle, donc qui irriguent par aspersion, avec des régulations électroniques. On a tous les outils d'aide à la décision, savoir à quel moment il faut arroser,
parce qu'on a des sondes dans les sols qui nous disent à quel moment précisément les plantes ont besoin de l'eau, des plantes ou des variétés choisies qui sont moins consommatrices. Et puis après, il y a la question, effectivement, de passer à des formes beaucoup plus économes avec le goutte à goutte. Alors, ça coûte très cher. Ça marche sur certaines productions à très forte valeur ajoutée, sur des légumes, des arbres, l'arboriculture, ce genre de choses. Sur de la grande culture classique, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais mon collègue du Sud-Est, lui, qui est dans le Var et donc qui a toute la plaine du Sud-Est et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est irriguée par le barrage de Serponçon et par la Durance. Alors, c'est pas un aqueduc, mais enfin, c'est un canal qui irrigue tout ça. Il dit, eux, ils arrosaient avant par immersion, c'est-à-dire qu'ils noyaient le terrain, parce que l'eau arrivait, donc ils noyaient les terrains, donc ils étaient à 15 000 m3, énorme. Ils sont passés par l'irrigation, par aspersion, et ils sont passés à 4 000 m3, et maintenant ils sont au goutte à goutte, et ils sont à 1500 m3. Donc ils ont divisé par 10 les besoins. Donc il y a encore des marges de manœuvre, mais il y a quand même déjà, je pense, des évolutions importantes qui ont été faites. Le marais de Poitevin, il est dans votre région, je crois. Oui, oui. Alors, il a cheval sur la région Nouvelle-Aquitaine, sur l'ouest, le sud-ouest des Deux-Sèvres et sur la Vendée, donc la région Pays et Loire, et puis jusqu'à l'Exutoire, dans la baie de l'Aiguillon, qui est partagée entre la Charente-Maritime et la Vendée. Je crois me souvenir qu'à une certaine époque, on voulait l'assécher. Il a été asséché dès le XIIIe siècle. Même dans une période assez récente. Oui, mais de toute façon, il y a en permanence des travaux de canalisation de l'eau, d'extraction quand il y en a trop, et de fermage des baies hydrauliques pour retenir l'eau quand il y en a besoin. Donc il y a tout un système de régulation qui est séculaire. Quand on se pose des questions très pragmatiques, comment économiser l'eau, on entend des messages martelés, des messages grand public qui nous disent de faire attention. Est-ce que tous ces petits gestes ont une réelle importance, ou est-ce que c'est plutôt un moyen pédagogique de faire prendre conscience aux gens de la préciosité de cette ressource? Est-ce que vraiment les douches à la base des bains, à l'échelle de nous, petits concitoyens, quel est l'impact de tous ces petits gestes? Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi ne pas pousser à l'utilisation de douches à brumisateur qui économisent fortement le volume d'eau par douche? Est-ce que nous, on doit faire des efforts Je crois qu'il y a deux éléments peut-être à bien séparer. Parce que vraiment, c'est le problème. Quelle est la place de ces petits gestes quand on regarde le problème climatique dans son entièreté, effectivement, on est face à un problème qui a une dimension très, très différente aujourd'hui. C'est-à-dire on a une dimension qui est internationale. Il y a des choses qui nous sont imposées par ce qui se passe ailleurs. Et donc, il ne faut pas essayer de lutter contre ça. Je pense qu'il faut, au contraire, on l'a su juste après, mais être en capacité d'anticiper ce qui va se passer, être en capacité de se préparer à des choses auxquelles on n'a pas de capacité, effectivement, à modifier de manière trop forte. Après, je pense que, je crois que non seulement les petits gestes sont utiles, mais il y a une capacité à, effectivement, par la pédagogie, je crois que ça joue. Et puis en fait, il n'y a pas de mauvaise économie à faire. Je crois qu'on peut agir à un niveau qu'il soit, il faut le faire. Je crois que quand on regarde aussi les problématiques, il y a des problématiques qui sont des problématiques qui sont pas liées de manière directement à l'eau, et ensuite, au-delà de ça, il y a des usages de toutes sortes. Donc, ces usages, ils ont des contreparties, parce que ça peut être des problèmes sanitaires, parce que ça peut être des problèmes de toutes sortes, en fait. Donc, je crois qu'il y a une vision plus locale des problèmes qui impose aussi de faire très attention à ce côté local. Donc, il faut bien séparer, je pense, quelque chose qui est vraiment à très grande échelle, qui est très fort, qui est un système qu'on ne résistera pas facilement, qui est l'augmentation des problèmes climatiques, qui ont aussi leur portée. On peut le voir quand on
On a vu cet été, on a eu des gens qui étaient un petit peu étonnés de voir des successions de périodes très sèches, en fait. Quand je dis période, c'est des courtes périodes, avec ensuite des périodes qui se... C'est vrai que quand on a un système chaud, la manière de se comporter pour l'eau devient différente. On a de l'évapotranspiration qui est beaucoup plus forte, de la vapeur d'eau qui monte très haut dans l'atmosphère, et puis qui va redescendre, et puis c'est le système qui va s'augmenter. Ça, ce sont des choses qui demandent considération. Il ne faut pas mélanger. Le seul problème qu'on peut avoir avec les petits gestes, c'est éventuellement de penser qu'ils suffiront à nous guérir d'un certain nombre de choses. C'est pas vrai. Mais par contre, je crois qu'il n'y a aucun problème. Enfin, il faut faire ce qu'on peut faire au niveau qui correspond. Est-ce que vous n'avez pas constaté d'ailleurs une légère baisse de la consommation? J'ai vu passer ce chiffre dans votre rapport. Je suis un peu surprise. Vous avez constaté entre 2013, le premier rapport que vous aviez fait, et 2018, son actualisation, une légère baisse. Ça m'a beaucoup surprise. C'est la même chose que pour l'agriculture. Hein. Sur les 15 dernières années, ces deux secteurs représentent à eux deux à peu près 4-5% en moyenne des prélèvements sur la France. Agriculture et eau potable. Oui, hors refroidissement des centrales, c'est un flux qui est pris mais qui est remis. Donc, une fois qu'on a dit ça, 15 à 20% de baisse d'économie constatée sur 15 ans pour l'agriculture. On est à peu près sur les mêmes pourcentages faits pour nous, notre consommation citoyenne. L'hydroéconomie, hein, c'est-à-dire des gestes économes en eau, il faut les assumer. Ça, on va gagner 20 à 30% des volumes prélevés. Donc, il faut les assumer. Et ça s'est fait parce qu'il y a eu une incidence, il y a eu une éducation, il y a eu... je sais que nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a eu des actions de distribution de kits hydroéconomes, des mousseurs dans les... Ça marche, hein. Vous avez une sensation de confort équivalente avec moins d'eau consommée. Et vous en percevez quand vous regardez votre facture d'eau, en fait. Donc tout ça, on va dire, intégré, sommé, en fait, ça nous donne un degré de liberté et une durée, on va dire, une souplesse dans la gestion. Parce que Hervé l'a dit, hein, le changement climatique, il est en train de s'accentuer. Je voulais exprimer, il y a des besoins, il y a des moments de tension, non pas sur la ressource, mais ce qu'on appelle la disponibilité de la ressource. Mais si on arrive par notre quotidien, notre comportement, à se libérer des degrés de liberté, ça nous permettra de passer ces étapes tout de suite. Et ensuite, on a le temps de réfléchir à s'adapter, plus l'atténuation. Vous avez parlé de la facture d'eau, monsieur posait la question aussi du prix de l'eau. Ah oui, pardon. Je voulais juste ajouter, vous parliez des mousseurs, mais les industriels de la robinetterie, par exemple, ont travaillé aussi sur des nouveaux robinets de votre salle de bain, avec des positions justement à consommation réduite, parce que quand on ouvre le robinet plein pot, on utilise beaucoup plus d'eau que ce dont on a réellement besoin, alors qu'aujourd'hui, il y a justement des solutions qui permettent d'économiser de l'eau tous les jours. Ça va encore plus loin que de prendre un bain ou une douche, quoi. Il y a des chasses d'eau qui consomment moins d'eau, les chasses d'eau également, les lave-linges qui avant consommaient beaucoup d'eau, aujourd'hui ils sont ça aussi, bien sûr. Par contre, ça évite des gros volumes. Il y a même des chasses d'eau à deux régimes. Oui, Il fut un temps où il y avait un programme qui envisageait d'équiper les appartements avec deux sortes d'eau, une eau potable, vraiment potable, et puis une autre pour les usages autres. Parce qu'à partir de quel moment l'eau est potable et à partir de quel moment elle ne l'est pas. Ça, c'est l'ARS qui décide. C'est les médecins de l'ARS qui décident. Ce sont des... L'agence régionale de la... En fait, c'est du ministère de la Santé qui donne... ce ne sont pas des normes, c'est basé sur la norme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et on a des valeurs guides. C'est-à-dire, on a, sur des concentrations en éléments, on a une valeur minimum, une valeur maximale. Il faut être entre les deux. Quand vous êtes au-dessus ou en dessous, votre eau peut être classée non potable. J'ai vécu jusqu'à 25 ans à la campagne, n'est-ce pas? Et j'ai bu de l'eau pendant des années qui aujourd'hui est marquée à la fontaine non potable et dangereuse. Et j'en ai bu de l'eau non potable. On peut changer. C'est ça. Il y a 25 ans, c'était changé. Je ne sais pas combien de temps, c'était pas la même eau, la même qualité d'eau. Ou alors elle n'est plus contrôlée, donc on ne prend pas le risque de dire qu'elle est potable. C'est le volet sanitaire et sécurisation des populations. Là, moi, je suis hydrogéologue agréé, je ne peux pas donner une autorisation si je ne suis pas
assez énorme. La ressource en eau dans les îles. Oui. On entend à l'heure actuelle qu'à la Guadeloupe, il y a encore des secteurs où il n'y a pas d'eau courante. C'est lié potable. C'est lié à quoi? C'est lié à un problème uniquement économique ou parce que la ressource est rare, parce que... Dans les îles de Guadeloupe, je pense que la lame d'eau précipitée doit amplement suffire à générer de la ressource. Je pense qu'il n'y a pas d'eau potable parce qu'il n'y a pas de réseau d'eau potable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire sur certains hameaux ou certaines habitations. Oui, il est devenu non potable suite à l'usage de pesticides. Mais ça, c'est dans le sol. Mais si vous la captez en surface, si elle n'a pas transité, parce qu'il pleut quand même beaucoup, hein, vous devez pouvoir générer de la ressource. Il faut aussi la traiter. Je pense que... Même en Bretagne, certaines eaux sont trop riches en ceci ou en cela. Bien sûr, mais comme partout, partout en France, vous avez des pollutions qu'on va qualifier d'anthropiques suite à notre activité, puis vous avez des pollutions, des contaminations qu'on va nous qualifier par rapport au fond géochimique, c'est-à-dire que c'est la nature qui donne ça. À Bordeaux, les eaux sont potables, sauf qu'elles sont trop chargées en fluor. Le fluor, c'est super bien quand on en prend tous et toutes dans notre dentifrice, sauf que quand il y en a trop, c'est moins bien. Alors, ça va juste vous générer des points blancs sur les dents. Mais ça va déclasser certaines ressources et certaines zones. On sait qu'on a de l'eau, des ressources en eau importantes, mais on ne va pas les utiliser pour l'agriculture. Alors attention, on est en France. On est un pays où on est, l'eau potable, l'eau du robinet fait partie des produits sanitaires les plus surveillés. Et il faut le savoir. Oui, tant mieux, alors je ne juge pas, je vous donne juste un tas de faits. Mais pour répondre à votre question, je pense que c'est plutôt parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de réseau de distribution d'eau potable. Donc c'est une volonté politique. C'est un impensé politique. Oui, un impensé. Oui, c'est une organisation politique. Voilà. Depuis le temps, c'est inquiétant. Oui, mais peut-être qu'il y a aussi des problèmes. Comme il y a des endroits où il n'y a pas de richesse. On s'éloigne un peu de la Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. Oui. Nos intervenants seront moins experts peut-être de ce qui se passe là-bas. Et pour remettre le débat sur le territoire qui nous intéresse, est-ce que le prix de l'eau, bon, ça c'est une question aussi fondamentale. Je crois qu'il est bon de toujours rappeler, alors effectivement sur le petit cycle de l'eau, les solutions par l'innovation technologique, les solutions dites curatives, on peut les envisager. Mais elles ont un coût, on a pu le dire tout à l'heure. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, selon le type de matière que l'on doit traiter. Il faut toujours penser préventif en la matière, et notamment sur la question du grand cycle d'eau. Il est absolument inimaginable un jour de traiter l'eau des fleuves, ce grand cycle de l'eau. C'est simplement impossible. Donc il faut s'inscrire dans des schémas préventifs qui sont toujours moins coûteux. On a en Europe une expérimentation au long cours bien connue sur la vallée du Mangfall, côté de Munich en Bavière, ou au pied des Alpes, de la station de Garmisch-Partenkirchen. L'eau est collectée à partir de ce point et emmenée jusqu'à 60 km vers Munich. Ils ont fait des choix de prévention d'une agriculture tout à fait particulière, quasiment sans production et sans utilisation de produits phytosanitaires d'une part, et puis la forêt contribue aussi sur cette vallée de 6 000 hectares, à hauteur de 3 000 hectares, où là il y a une épuration qui est assez parfaite. Ils ont fait les calculs et se sont aperçus que en indemnisant sur le long terme, avec des contrats de 18 ans, avec des montants importants de plus de 500 € hectare, les agriculteurs sur ce secteur, qui était 27 fois moins coûteux à la collectivité de prévenir que d'épurer. Il faut toujours avoir cette question en tête. Pour autant, vous savez, dans cette société, on parle toujours des injonctions contradictoires, mais je pense aussi qu'il y a un certain nombre de désirs contradictoires. Parce que je reviendrai sur la question de l'agriculture, peut-être en conclusion tout à l'heure de ce que nous pensons pour ce qui va se passer demain, notamment autour des questions de réserve de substitution, puisque c'est sans doute le sujet du moment. Mais pensons aussi dans nos désirs contradictoires d'un consumérisme effréné, qui est reparti là, plein pot, depuis cette sortie de crise, qu'il y a d'autres contaminants que les contaminants agricoles. Il y a les questions, par exemple, des hormones que nous utilisons
parfois à grande échelle, enfin pas parfois, toujours à grande échelle. On a un petit souci aussi du côté des antimitotiques. Il faut traiter nos maladies au long terme, mais évidemment, ce sont aussi des perfusions, des molécules qu'on a du mal à traiter, qui potentiellement peuvent poser. Voilà. Donc on est vraiment sur cette question d'un antagonisme entre nos désirs, nos pratiques humaines et les possibilités d'absorption dans nos écosystèmes. En région de Nouvelle-Aquitaine, il faut par ailleurs qu'on pense que nous allons, d'après les prospectives démographiques, passer de 6 à 7 millions d'habitants dans les 10-15 ans. Donc l'accroissement des pressions va sans doute continuer. Moi j'ai du mal à croire, et je fais le parallèle avec les questions énergétiques, on est vraiment dans le même cadre. Souvent je dis que on a pu ces 10-20 dernières années avoir une sensibilisation, une éducation sur les questions de l'environnement. On le voit, le terme biodiversité est monté en puissance et les gens se sont appropriés. Sur les questions d'eau, et on le voit ce soir à travers vos questions, il y a aussi vraiment des questions d'éducation populaire, d'éducation politique à mener autour de l'eau, comme elle est amenée autour de la question de l'utilisation de notre énergie au quotidien. C'est le même débat. Les gens ont beaucoup de mal à appréhender leur consommation d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez vos consommations annuelles, c'est pas sûr. Vous connaissez vos consommations budgétaires mensuelles avec des salaires, des entrées, des sorties, un nécessaire équilibre. Souvent les consommations de carburant pour votre automobile aux 100 km, mais les consommations d'eau, les consommations d'énergie, qui sait, dans notre pays et dans notre Occident plus globalement, que l'on consomme en moyenne 27 mégawattheures d'électricité par an. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un mégawattheure? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de territoire avec 15 millions de mètres cubes d'eau? Tout ça, ce sont un problème d'ordre de grandeur à appréhender, et ça, c'est très technique. Excuse-moi, je peux faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, par rapport à la consommation d'eau. Voilà, non, mais par rapport à la consommation d'eau, est-ce que vous pouvez dire le nombre la quantité d'eau que chaque être humain ou français utilise par jour? 150 litres. Dans les 200 litres, je crois. C'est en moyenne 2500 à 3000 litres. Parce qu'à boire, effectivement, il nous faut 2 litres pour boire. Les 150 litres, c'est ce qu'on utilise quotidiennement parce qu'il y a la douche, voilà, le lave-linge et tout ça. Mais par rapport à l'eau qui est utilisée au travers de la consommation alimentaire, des légumes, la viande, pour produire le coton qui nous habille, pour produire le téléphone, pour produire la voiture. D'ailleurs, même le whisky, il faut de l'eau. Le whisky, le vin rouge, la bière, tout ce que vous voulez, c'est de l'ordre de 2500 à 3000 litres par jour et par personne qu'il faut prélever sur le milieu. Voilà, c'était juste la parenthèse. Mais effectivement, donc on voit bien que ces pressions anthropiques, ces pressions humaines sur les milieux, elles sont générées aussi par notre consumérisme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Donc il y a des questions de sobriété, puis il y a des questions d'organisation politique. Si on revient sur la question agricole qui nous occupe en ce moment, moi je pense que ça fait l'objet finalement d'un nouveau contrat social agricole. Il faut qu'on trouve, avec peu d'agriculteurs, et qui moyens encore diminuant malheureusement, sans doute, malgré les efforts de politique publique en termes d'installation, de transmission d'installation des fermes que nous allons voir mettre en œuvre, il y a vraiment rénover ce contrat social agricole qui n'est plus seulement bâti sur des aspects quantitatifs, comme au sortir de la guerre avec la révolution verte, la révolution chimique, le machinisme agricole, les réformes agraires avec le statut du fermage, les organisations sociales avec la MSA, etc. Tout ça a fonctionné pendant 30, 40, 50 ans. Puis là maintenant, il y a d'autres demandes, d'autres désirs, puisque nous sommes, excusez-moi du terme, mais un petit peu gavés d'un point de vue quantitatif. Et maintenant, nous avons des aspirations qualitatives et il faudra certainement assouvir. Donc, imaginons ce nouveau contrat social agricole. Il repose, et vous l'avez entendu, les scientifiques nous ont dit, il y a suffisamment d'eau, mais beaucoup d'eau l'hiver, peu d'eau l'été. Or, l'agriculture a besoin d'eau plutôt l'été. Donc, cette eau, le stockage de l'eau n'est sans doute pas une hérésie, mais sans doute une solution en matière technologique, d'innovation technologique, mais aussi en matière préventive, avec finalement une sorte de panel de choses concernant les solutions fondées sur la nature. Mais ce n'est pas suffisant, il faut stocker l'eau, mais ce nouveau contrat agricole, et Alain Rousset s'est exprimé ces dernières semaines dans la presse et dans le Sud-Ouest notamment, ça repose sur
un certain nombre d'enjeux. Le premier, c'est qu'évidemment, et la société le demande à travers cette alimentation de qualité, c'est l'agriculture biologique, ce sont les labels rouges, les AOP et les AOC, plus de 280 signes de qualité en Nouvelle-Aquitaine. Hein. Grand Sud-Ouest, le bien manger, le bien vivre, c'est vraiment l'expression de notre région. Et pour ça, certainement que la demande de baisse de contaminants d'origine agricole, ce qu'on appelle les pollutions diffuses agricoles, est une exigence de la société. Donc, ce que nous proposons, et ce que propose Alain Rousset, c'est un contrat social qui envisage de diminuer de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires, d'une part. D'autre part, il y a la question du partage de l'eau. Nous savons, c'est mieux que moi, mais on doit remplacer notre démographie agricole très décroissante. Et rien de tel, et moi je l'ai vécu quand je me suis installé au début des années 2000, j'ai pu avoir mes emprunts bancaires parce que sur ma ferme, j'ai arrêté depuis pour d'autres raisons, mais il y avait la présence de l'irrigation. Ça sécurisait le parcours économique. Et la banque a pu m'attribuer des aides à l'installation et des financements parce que l'irrigation était là. Et c'est pas anodin. On est en Deux-Sèvres, par exemple, le premier département producteur de lait de chèvre en Europe. Il n'est pas complètement incohérent que de jeunes arrivants dans le métier puissent, grâce à l'irrigation de la luzerne, sécuriser leur parcours d'installation, leur parcours économique, leur parcours d'entreprise sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années, grâce à l'irrigation. Donc il y a vraiment cette question du partage de l'eau. Je sais que la COP de l'eau et que les irrigants et que la profession agricole envisage fortement la chose, peut-être redistribuer plus largement ce bien commun à l'humanité. Et derrière, si on tire un petit peu le fil de tout ça, il y a la question, dans ce partage de l'eau, du partage de la ressource organisé par la puissance publique. C'est déjà le cas, en fait. On a sur le Marais Poitevin, l'établissement public du Marais Poitevin, le PNT, qui sert d'organisation politique publique transparente pour l'allocation annuelle aux irrigants de cette contingence hydrique. Mais ce n'est pas suffisant, sans doute, il serait lu que nous mettons la là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que Alain Rousset et l'exécutif que nous sommes à la région Nouvelle-Aquitaine souhaitent, c'est que les ouvrages soient aussi une disposition d'une organisation publique. Parce que privatiser avec des financements publics qui sont nécessaires, je l'affirme, qui sont nécessaires, il faudra sans doute faire évoluer les choses de ce genre-là. Et on est bien sur des dimensions de contrat social agricole entre les populations agricoles, leurs projets et les souhaits de la société. Justement, je me fais le relais d'une question qui m'avait échappé de quelqu'un qui nous suit en ligne. Puisque vous parliez du partage de l'eau, nous sommes une région qui est pourvue, nous sommes un pays qui est pourvu. Cette personne se posait généreusement la question de qu'est-ce qu'on ferait, enfin, est-ce qu'un jour on va instaurer plus de partage entre des populations? Bon, c'est pas du tout le cas en fait, ceux qui ont de l'eau en ont, et M. Dupuis nous disait que même à l'échelle d'un tout petit territoire, c'était difficile d'organiser ce partage. Par exemple, on parle actuellement d'aller chercher de l'eau dans le Médoc, je crois, pour fournir la métropole bordelaise. Oui, par exemple. Et alors du coup, cette notion de partage entre des territoires qui sont riches et d'autres appauvris. Alors, là aussi, il y a toutes les échelles. Hein. On parle des conflits potentiels sur un usage de l'eau, un partage de l'eau à l'échelle entre pays. On a exactement la même chose à plus petite échelle, voire à micro-échelle. Le problème, c'est l'acceptabilité. L'eau, nous, ça a été écrit dans la Constitution, c'est un bien public. Le partage, il est fondamental. Quand vous avez un territoire, vous êtes sur un territoire, vous êtes propriétaire de la surface, vous n'êtes pas propriétaire du sous-sol. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a instruit, qu'on a expliqué comment ça peut se passer, comment ça peut servir en amont, à l'aval, par rapport à l'usage qu'on en fait au point de rejet, c'est jouable. Mais ça a été dit tout à l'heure, les solutions, je vous l'ai dit aussi, les solutions qu'on va devoir déployer pour s'adapter là très rapidement au changement climatique qui nous pousse, il va falloir faire preuve d'intelligence et d'écoute et de partage. Ça, c'est obligatoire. Le partage, on l'a écrit, nous, dans la Climatera. Le partage, mais de connaissances et des volumes d'eau sont obligatoires. Ce sont deux notions sur lesquelles on ne peut même pas revenir. Alors après, il y a tout le problème de l'explication, de l'éducation, de la
déviation. Vous avez compris que le grand cycle de l'eau, ce qu'on en voit en termes de volume, la surface, c'est 0,05% des volumes. Et tout le reste est masqué. Et tout le reste est compliqué à expliquer. Ça ne marche pas exactement comme ce qu'on voit en surface. Et une fois qu'on a dit ça, ben après, il faut tout retravailler, il faut tout reprendre. Il faut reprendre les projets, les fameux projets de territoire. Quel type d'agriculture veut-on? Quel type d'occupation du sol veut-on? On a parlé de l'imperméabilisation des sols. Je vous rappelle que les deux proportions, alors la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu différent. En France, c'est pas exactement ce même volume, mais entre eau potable, enfin eau d'usage privé potable et eau agricole, c'est à peu près les mêmes pourcentages en volume. Donc, si chacun fait sa part d'effort, on va gagner des degrés de liberté pour du tout de suite, ce que j'ai déjà dit. Et après, le partage, par contre, ça, c'est inéluctable. On ne peut pas aller vers le futur sans partager les ressources. Alors après, il y a des grands projets internationaux. Il y a des projets où des pays se dotent ou ont des ressources en disponibilité et envisagent du transfert d'eau. Le problème de l'eau, ça se transporte, certes, mais c'est compliqué. Et ça a le gros défaut de peser 1 kilo au litre. Et ça a un coût tout de suite. Vous avez une question? Bonsoir, c'est très amusant parce que c'est les deux éléments que j'ai dit dernièrement, donc sur le cas de la Bavière, Munich, puis ensuite sur le transfert de l'eau. C'était des questions que j'avais bien en tête. Enfin, je connais bien le sujet de la Bavière. Donc c'est très bien, il est vraiment important. Et c'est vrai qu'en France, la culture, c'est plutôt toujours de réparer. Donc en fait, l'idée, ça aurait été de faire en France, faire une centrale d'épuration encore plus grosse, plutôt que de gérer le problème en amont. On a une chance dans le territoire aquitaine, notamment dans certains territoires, une certaine cohésion territoriale, une certaine, un certain tissu entre villes et campagnes assez bien tissé, assez identitaire. Donc maintenant, ok, on connaît très bien ce sujet-là de Munich, on le donne en exemple souvent. Pourquoi ne fait-on pas un exemple concret en Nouvelle-Aquitaine, genre le Pays Basque, je ne sais où, pour se mettre en place ce genre de choses? Ça existe. On a un programme depuis plus de 10 ans qui s'appelle le programme Source, qui a démarré sur l'ex-territoire Poitou-Charentes, parce que c'est là qu'il y avait des vrais problèmes de lixiviation de nitrates et d'autres problèmes, mais on exprimera plutôt tendance phytosanitaire plus au sud de la région. Donc il y a tout un problème. J'étais hier dans les Landes où ils sont en train d'édifier un programme à 37 agriculteurs, beaucoup de jeunes, au milieu des Landes, au sud-est de Mont-de-Marsan. Et c'est pas facile. On est sur Armagnac, bon, c'est de valeur ajoutée, mais il y a la question de l'élevage, etc., qui se pose. Et ils sont en train de combiner la possibilité de l'agrivoltaïsme avec la protection de l'eau en réinventant complètement leur agriculture. Moi, je suis très, très admiratif et assez serein finalement sur le rebond possible du projet agricole pour s'adapter aux exigences numériques. Je suis sûr que dans notre région particulièrement, les choses sont possibles. Donc il y a un programme d'action publique avec les deux agences de l'eau, la région, les départements, les intercommunalités sont également engagés sur ce programme de prévention, qui est un programme volontaire, tout comme les Munich. Il y en a d'autres exemples en France. Je pense à Lons-le-Saunier, je pense à Évreux, je pense au bassin de Rennes. Et ils sont déjà des dizaines à s'être engagés dans des politiques de prévention, de protection de l'eau potable. Deuxième point sur votre question, sur l'eau, on voit de plus en plus des entreprises se mettre dans l'étiquetage carbone. Voilà, le tel produit coûte tant en carbone. Pourquoi ne faisons pas directement le passage à un étiquetage carbone et eau? Parce qu'effectivement, l'import et le transfert de l'eau est une vraie problématique, et ça nous permettrait effectivement, au niveau citoyen, d'être consommateur et donc de prendre conscience de l'impact que l'on a. Moi, sur la première question, juste pour revenir rapidement, c'est vrai qu'en fonction du fonctionnement du milieu et de l'origine de l'eau, si on a un petit bassin, ce qui est le cas de Munich, enfin 6 000 hectares, on sait d'où vient l'eau, là on peut le gérer. Quand on a des nappes qui sont beaucoup plus longues, larges plutôt, c'est un peu compliqué, parce que des fois on est sur des milliers d'hectares, des dizaines, des centaines de milliers d'hectares. Quand on relève de l'eau, nous en Charente, sur le fleuve Charente, pour alimenter la côte,
La Rochelle et l'île de Ré l'été, le fleuve Charente, il y a un bassin qui est très très large. Donc, d'où vient la pollution s'il y en a, enfin, c'est très compliqué. Et après, on a des territoires, moi, près de chez moi, il y a des nappes, toutes des zones agricoles où l'eau est très propre. Hein. Les producteurs, ils nous disent l'eau, elle est très propre, il n'y a pas de phyto et il n'y a pas de nitrate, parce que c'est un fonctionnement particulier de la nappe, une nappe libre, superficielle. Et donc, je crois qu'il faut justement voir, essayer de trouver l'origine, et puis après, il faut y remédier, effectivement. Sur la question après de l'eau, c'est la deuxième question. L'information, oui, des consommateurs, comment on pourrait être mieux guidé dans nos achats quotidiens Alors, après, c'est vraiment inexistant. Ces données, il faut les glaner sur des sites spécialisés, savoir que tel coton bio est... Il faudrait le faire sur tous les produits. Parce que là, ça va. En fonction de l'origine du produit, si c'est une banane ou un ananas produit en Guadeloupe, peut-être qu'il y aura moins d'impact sur l'eau que si c'est du haricot produit chez nous. Non, c'est possible. Rien n'est impossible, mais tout est complexe. Ne vous inquiétez pas, la Commission européenne est en train de nous préparer ça. La question de l'eau, les entreprises responsables aujourd'hui, quand elles font un bilan carbone, elles font en même temps le bilan eau, au niveau d'une entreprise, je parle. Hein. Donc après, il y a effectivement des informations qui sont disponibles pour les bilans au niveau des produits. Mais c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Je voulais juste revenir sur la notion de partage qui a été dite par Alain. Je pense qu'il y a aussi dans ces problèmes de gestion des territoires à plus grande échelle, des enjeux qui sont, à mon avis, quand même effectivement des enjeux de partage qui sont importants. C'est-à-dire que il y a un lien quand même entre ce qui est la manière de gérer l'économie de problématiques énergétiques ou de problématiques liées à l'eau. Tout ça, c'est des choses qui vont un peu ensemble quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une politique pour l'eau, une politique pour l'énergie qui soient séparées. Et ces politiques pour l'énergie, elles dépendent aussi de ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et ce qui se passe au-delà de nos frontières va jouer aussi parce que on est dans un système qui va évoluer, comme je l'ai dit. En gros, les émissions de gaz à effet de serre d'aujourd'hui font le climat de demain, et on sait à peu près ce qui se passe au climat de demain. On sait d'ailleurs qu'on a un problème mesuré avec le modèle qu'en gros, les 20 dernières années, on ne s'est pas trompé sur la manière dont ça va évoluer. Les 20 prochaines années, on sait à peu près comment ça va se passer. Donc il y a une gestion un peu plus large de ces problèmes qui va être nécessaire. Je pense que si on la limite à des choix qui sont complètement locaux, on va d'abord créer des conflits, je pense, à un moment donné. Et puis on va aussi passer à côté de solutions qui sont utiles pour nous. Je pense que quand j'en vois l'usage qui est fait un peu de ces connaissances scientifiques sur ce qui va se passer, parce qu'on sait déjà que ça s'est passé il y a 20 ans et qu'il n'y a pas de raison que ça change, on n'a pas été optimaux, je pense, par rapport à une gestion du territoire qui fasse, je ne pense pas nécessairement à l'Aquitaine en l'occurrence, mais qui fasse usage de ce savoir qu'on commence à avoir. Il y a assez peu c'est rare dans la vie d'un milieu comme cela, d'avoir une capacité de se projeter dans les années qui viennent et de ne pas en faire un usage un peu plus large que celui qu'on en fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi cette vision quand même qu'on doit avoir, parce que l'eau, c'est la partie d'un système qui est un système large. Il y a de l'eau dans beaucoup d'usages, y compris d'ailleurs, on n'a pas parlé, pas de la région de tout ce qui est le front de mer, mais le front de mer, je pense que c'est quand même... On peut en parler parce que ça va être bientôt l'heure de conclure et ça pourrait nous donner un horizon salé, sympathique. Non, mais l'eau, le front de mer, on l'a dit, enfin le front océanique, le littoral, ça fait partie, alors ça a été dit, hein, l'implantation humaine, l'occupation du sol, l'occupation agricole,
fait que ce sont des milieux qui sont interconnectés. Alors, nous, aujourd'hui, on a parlé d'eau continentale, mais on sait très bien que ça débouche sur l'océan. On a parlé de quantité aujourd'hui. Alors, la quantité au niveau océanique, ça ne pose pas de problème. Par contre, le volet qualité de ce qui arrive à l'océan est prédominant, en fait. Notamment quand on vient se concentrer sur ce littoral. Ce qui se passe à l'amont jaillit quasi instantanément au milieu océanique. Vous voyez que le lien, aujourd'hui, on a tiré un trait fictif entre le continent et l'océan, mais on est dans une notion de grand cycle et c'est indissociable. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt continental, agriculture, occupation, politique, climat. Vous avez l'érosion, vous avez la submersion, vous avez de l'érosion, vous avez tout un tas d'autres phénomènes induits par le changement climatique qui vont nous amener à nouveau à nous réinventer, à nous re-questionner sur des moyens aussi de s'adapter tout en s'atténuant. C'est toujours indissociable. Voilà. Mais on avait fait ce choix-là du continental. Peut-être pour finir, vous pouvez nous dire, messieurs, le comité scientifique à Climatera, on en est où là, puisque donc, les rapports ont été produits, vous en êtes à quelle étape du travail, quel est le plan pour les prochaines années? Est-ce que vous continuez, Hervé Le Creuse, à recueillir des données scientifiques pour continuer? Oui, alors je pense que c'est vrai, on a fait deux rapports. Un rapport en 2013 et un autre en 2018. Oui, puisqu'il fallait même élargir le périmètre à la grande région. À la grande région. Donc, c'est des rapports qui sont complémentaires, puisqu'il y a des choses qui n'ont pas changé quand même au fil de ces années, puis il y en a d'autres qui ont beaucoup changé. Donc, il y a aussi des milieux qu'on n'a pas toujours bien traités. Donc, aujourd'hui, par exemple, les semaines qui vont venir, il y aura deux rapports un petit peu plus spécifiques, un sur l'intelligence artificielle et un autre sur les zones. Les lacs isochimiques. Voilà, les zones lacs isochimiques, j'en passe. Donc, en fait, il y a une recherche qui doit continuer. J'ajouterais qu'il y a aussi des méthodes de recherche. Il y a l'usage, par exemple, des données satellitaires, de l'intelligence artificielle, qui n'est pas optimale aujourd'hui. On peut aussi, au niveau de la Climatera, insuffler des manières de regarder le territoire un peu différentes. Donc, oui, c'est pas un sujet qui s'épuisera pas rapidement. Peut-être, est-ce que vous avez un mot de conclusion? De conclusion, moi je crois qu'effectivement, sur l'idée qui a été évoquée du partage de l'eau, de fixer des objectifs et des priorités pour l'eau et voir comment on gère l'eau globalement, je crois que c'est effectivement là-dessus où on va. Il y a toute une réflexion actuellement au niveau national sur le barème agricole de l'eau et du changement climatique qui a été lancé par les deux ministères de l'écologie et de l'agriculture. Il y aura une déclinaison au niveau des régions et on a déjà mis en place un comité de pilotage dans la région pour voir comment on articule tout ça. Mais moi, je crois beaucoup dans l'idée du travail sur le territoire. Il y a la notion de projet de territoire de gestion de l'eau. C'est-à-dire que sur un territoire, on se met autour de la table et on va voir ce qu'on veut faire à la fois de l'eau, mais du multi-usage, on met tout le monde autour de la table et de l'agriculture là-dedans. Pour ça, il nous faut de la connaissance. Alors, on commence à l'avoir, mais je crois qu'elle est partagée aussi. Moi, depuis 25 ans, j'ai entendu pendant longtemps dire il y a des problèmes d'eau qui s'accentuent, c'est la faute de l'agriculture, vous avez développé l'irrigation, il faut réduire l'irrigation, et ça ira mieux. Et il y a quelques années, on a commencé à dire, même si l'irrigation baisse, ça va pas si bien que ça, parce que les modèles climatiques étaient en train de dire, de toute façon, ça va s'amplifier. Et il y a eu des problèmes de potable, et il y a eu des problèmes dans les milieux. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord pour se dire, il y a l'agriculture certes, mais il n'y a pas que ça. Et donc, dans le projet de territoire, on se dit, qu'est-ce qu'on veut déjà comme mode de vie dans ce projet? Quel est le projet économique? Quel est le projet de développement, d'organisation? Il faut vraiment tout mettre sur la table. Quels vont être les besoins en eau? Et où est-ce qu'on va aller chercher cette eau? Est-ce qu'elle est disponible? Et effectivement, si on peut l'avoir, où est-ce qu'on va la chercher dans les différentes solutions qu'on a évoquées? Et la place de l'agriculture là-dedans, elle va être aussi assez centrale. De savoir ce qu'on veut comme agriculture, parce que est-ce qu'on veut dire une agriculture qui consomme le moins d'eau possible, c'est-à-dire qu'on va sans doute moins produire et on ira chercher des produits ailleurs, qu'on va importer de pays qui ont moins de disponibilité en eau. On importe de plus en plus de fruits et légumes, on a doublé nos importations depuis 15 ans en France, on importe de plus en plus de poulet, on importe de plus en plus de cochons en France. Donc est-ce qu'on veut remettre ces productions chez nous? Et donc ça peut nécessiter effectivement de l'eau pour rendre des exploitations plus résilientes. Et puis de l'eau, c'est de la production alimentaire, mais c'est pas que ça. On parlait tout à l'heure de la question du carbone.
moi qui, enfin, je suis agriculteur irrigant, ça m'arrive d'arroser des couverts, faire des couverts, que je me dis un couvert du sol, donc c'est une plante qui ne produit pas de biens alimentaires, mais qui va faire de la matière végétale pour restocker dans le sol et qui stocke du carbone. Est-ce que c'est aujourd'hui une priorité? Ça faut qu'on nous le dise clairement, mais dans la question du changement climatique et du rejet du gaz carbonique, il faut qu'on en restocke très vite. Donc ça peut être par les arbres, ça peut être par la forêt, ça, mais ça peut être aussi par les cultures. Donc on définisse un peu les priorités localement, et puis qu'on voit si l'eau est disponible, où est-ce qu'on va la chercher, et qu'on ait un projet partagé. Je crois que c'est aussi l'idée de ce soir. Mais il ne faut plus traiter les uns et les autres, il ne faut pas croire parce qu'on va réunir d'un côté que ça ira très bien ailleurs, et je crois que c'est vraiment beaucoup plus global. Voilà, en conclusion, c'est ce que je pourrais dire de mon côté. Non, peut-être rappeler, oui, enfin, autre chose, mais vraiment ce mix des solutions fondées sur l'innovation technologique d'une part, combinées aux solutions fondées sur la nature. Et puis, Alain Rousset, lorsqu'il y a 10 ans maintenant, a voulu démarrer ce programme avec ses 450 scientifiques, c'était l'idée de l'objectivation du propos. Et c'est vrai que nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une dérive avec les réseaux sociaux, avec la contre-information, avec les fake news, d'un propos qui n'est plus nuancé, qui est parfois travesti et très souvent exagéré. Et nous avons besoin, dans ce débat politique, de redescendre sur l'agora, vraiment de sujet, une question démocratique grave, qui concerne tout le monde. Chacun doit s'y intéresser, chacun doit essayer de comprendre quels sont les déterminants, les éléments pour qualifier mieux les choses. Donc, il y a des vraies questions d'éducation, de population, d'éducation des élus sur le territoire, également. Parfois, on a du mal à comprendre tout ce qu'on a pu se dire ce soir. Ça, c'est essentiel. Et faisons, enfin, j'aime à le rappeler, mais preuve de nuance dans notre propos, tout comme sur le débat énergétique, il faudra qu'on trouve des solutions. Et moi, je pense que le régime des nécessités, de toute façon, va nous amener à trouver des solutions. C'est d'ailleurs la commande que nous avons passée auprès d'Aquimatera, la commande politique, qui est de dire, très bien, atténuation, effectivement, pour continuer la baisse des gaz à émissions, la baisse des gaz à effet de serre, comment on va faire, bon. Mais il y a aussi des sujets d'adaptation des populations, des sujets que j'évoquais au tout début, de sécurité publique à travers l'eau, à travers les besoins de froid demain, sans doute. Enfin, il y a vraiment les scientifiques devront demain, dès aujourd'hui, travailler sur, ils ont déjà commencé bien sûr, sur ces questions d'adaptation des populations à ce grand défi climatique. C'est absolument essentiel. Mais comme je dis, les scientifiques, au-delà des géophysiciens, ça va jusqu'aux sciences humaines et sociales, les sociologues, ils s'est déjà engagés au sein de l'Aquimatera, travaillent main dans la main avec les sciences fondamentales, et ça c'est super. Merci pour cette conclusion, merci beaucoup pour votre attention. Et puis je crois que c'est l'heure d'un apéro où il n'y aura pas trop d'eau, mais surtout, m'a-t-on dit, du vin, de la bière et du jus de pomme de Corrèze, et un buffet de produits du Pays Basque. Je veux dire quand même. À la maison de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a même de l'eau.